Kamala! Thank you. We will make America powerful again. Because I believe everyone has a right to safety, to dignity. Bonjour, je suis Alexis Buisson, correspondant du journal La Croix à New York. Jusqu'à l'investiture de Donald Trump, le 20 janvier, retrouvez 3 épisodes bonus du podcast C'est ça l'Amérique, les élections américaines racontées par des experts qui vivent aux États-Unis. C'est ça l'Amérique, un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning. Bless you and may God bless the United States of America. Thank you all. So my name is Chris Shelton, that's ChrisShelton, and I am Pour commencer cet épisode de C'est ça l'Amérique, remontons dans le temps, jusqu'au 5 novembre 2024, jour d'élection aux États-Unis. Nous sommes à New York, à quelques heures du dénouement de la présidentielle entre Kamala Harris et Donald Trump. Lors d'un reportage, je fais la connaissance du pasteur Chris Shelton. Il dirige une église presbytérienne dans le nord de Manhattan qui a décidé d'ouvrir ses portes à tous ceux qui voulaient partager leurs inquiétudes sur le résultat de l'élection. Et comme beaucoup d'Américains démocrates, le pasteur redoutait un possible retour au pouvoir de Donald Trump le 20 janvier 2025, date de l'investiture du nouveau président. Chris Shelton. we have here at our congregation in particular a deep heart for our neighbors who are Dans notre église en particulier, nous avons beaucoup d'affection pour nos voisins qui sont sans abri, nos voisins qui sont immigrés, nos voisins qui font face à l'adversité, quelle que soit sa forme. Nous sommes inquiets de voir leur humanité se perdre au milieu des divisions partisanes et l'extrémisme que nous voyons en ce moment. the partisan divide, the extremism that we are seeing during this time. Ce soir-là, son cauchemar est devenu réalité. Non seulement Donald Trump devient le premier républicain depuis 2004 à obtenir plus de voix que son adversaire démocrate au vote populaire, mais son parti reprend la majorité au Sénat et parvient à conserver celle qu'elle avait à la Chambre des représentants. Depuis, le président élu et ses alliés affirment que cette victoire incontestable lui donne une grande légitimité pour mener à bien son programme, notamment l'expulsion de plusieurs millions d'immigrés en situation irrégulière sur le sol américain. Alors qu'en réalité, le scrutin de 2024 reste très serré. Entre le milliardaire et Kamala Harris, il n'y a que 1,5 point d'écart dans le vote populaire. Qu'est-ce que cela signifie pour les 4 années qui viennent ? Donald Trump aura-t-il les coups des franches pour mettre en œuvre ses promesses ? C'est ce que nous allons examiner avec Carlo Invernizzi-Accetti, professeur de sciences politiques à la City College of New York, université publique de New York. I have the high privilege and distinct honor to present to you the President of the United States. Bonjour Carlo Invernizzi-Accetti. Merci, c'est un plaisir d'être ici. Alors, une première question sur Donald Trump, bien entendu, qui redevient président après sa victoire en novembre. Est-ce qu'il est plus puissant, vous diriez, aujourd'hui qu'à l'époque, lors de sa première entrée en fonction en 2017 ? Oui, je pense qu'il n'y a aucun doute que la situation est très différente aujourd'hui de ce que l'était en 2016. En 2016, l'élection de Trump a surpris Trump lui-même et a été tout de suite perçue comme une aberration qui a donné lieu à tout un mouvement de résistance à plusieurs niveaux politiques et sociaux aux États-Unis. Je pense que maintenant, la situation est très différente. Le fait même que ce soit un retour prouve que c'est plus une aberration. Le fait qu'il ait gagné non seulement le collège électoral, mais aussi les votes populaires, lui donne un très fort mandat démocratique, une légitimité. Donc, on ne peut plus dire qu'on ne savait pas ce que c'était, on ne peut plus dire qu'il n'a pas une légitimité démocratique. En 2016, il avait aussi gagné les 2 chambres du Congrès, mais il n'avait pas spécialement déjà la Cour suprême. Depuis, il a changé la Cour suprême de façon que maintenant, il a les 3 branches du gouvernement, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Il est dans une situation beaucoup plus puissante aujourd'hui de ce qu'il ne l'était en 2016. Il a une légitimité démocratique et pour cette raison même, il n'y a même pas une autre contre-pouvoir qui a existé en 2016, c'était la rue. Un contre-pouvoir que la France connaît même mieux que les États-Unis. Tout de suite après que Trump avait été élu en 2016, il y a eu MeToo, et après Black Lives Matter, il y avait un contre-pouvoir de la rue. Ça aussi, ça a échoué maintenant, parce que cette perception commune
qu'il y a un mandat, qu'il y a une victoire nette, démobilise les contre-pouvoirs de la rue. Les seuls deux contre-pouvoirs que je vois en ce moment qui peuvent exister à limiter un peu la toute-puissance de Trump aux États-Unis en ce moment sont d'abord la structure fédérale des États-Unis. Ça, c'est beaucoup plus puissant qu'en France, évidemment, pays jacobin. Aux États-Unis, la structure fédérale est réelle. Les États ont de vrais pouvoirs, les villes ont de vrais pouvoirs. Et dans un État comme celui où je suis en ce moment, New York ou en Californie, je crois que vraiment les gouverneurs et les forces législatives locales peuvent poser de vraies résistances à niveau local. Et aussi les villes. On parle de ce concept de sanctuary city, de villes sanctuaires qui vont refuser de collaborer avec les politiques du gouvernement fédéral, par exemple sur les questions d'immigration. L'autre contre-pouvoir traditionnel aux États-Unis est le temps. Les États-Unis ont une fréquence électorale beaucoup plus rapide que la France. Avant, le président était élu pour 7 ans en France, maintenant c'est 5. Mais ici, il y a les élections de midterm. À chaque 2 ans, il y a les élections pour le Congrès. Et ces élections, c'est assez fréquent que les présidents, même ceux qui ont eu un grand mandat, comme Obama ou comme Trump lui-même en 2016, les perdent au premier tour de midterm. La question est qu'est-ce qu'il arrivera à faire dans ces premiers 2 ans? Les 2 ans, finalement, les 2 premières années du mandat sont les plus importantes pour un président, parce qu'après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Justement, oui. Donc, Obama a dû passer la Obamacare, la réforme du système sanitaire dans ses premiers 2 ans. Trump a échoué d'annuler Obamacare dans ces 2 premiers ans. Après, il a perdu les élections du midterm et sa grande promesse électorale en 2016, il n'est pas arrivé à la tenir. Donc oui, c'est pour ça qu'on se concentre beaucoup sur les premiers 100 jours, sur le premier jour, parce que là, il a un mandat et là, je crois que quoi qu'on en pense de Trump, il a un mandat démocratique et on va voir ce qu'il arrivera à faire et il a le droit de se faire. Vous avez parlé effectivement de la tentative de Donald Trump de revenir sur la réforme du système de santé de Barack Obama. Et on se souvient qu'à l'époque, ce sont des sénateurs républicains, en particulier John McCain, qui avaient empêché le président Trump de remplir cet objectif. Et quel genre d'opposition il peut y avoir au sein du parti républicain, notamment au Congrès, selon vous? Alors, premièrement, il faut remarquer que ça, c'est une autre grosse différence par rapport à 2016. En 2016, le parti républicain était contre Trump. Aujourd'hui, il a gagné les partis. Il a viré tous les autres contre-pouvoirs comme McCain, comme Romney. Tous les autres contre-pouvoirs qui existaient n'existent plus. Maintenant, le Parti républicain est un parti trumpiste. Mais il faut aussi remarquer que le Parti républicain est un parti américain qui existe dans un système extrêmement fédéral, mais extrêmement fragmentaire. Les parlementaires qui sont élus aux États-Unis ont beaucoup de... Il y a cette fréquence électorale, mais il y a aussi des spécificités locales très importantes. Et pour gagner une élection locale, il faut répondre à sa propre constituency localement, les électeurs locaux, qui ont un pouvoir très fort sur leurs représentants. C'est pour ça que c'est très difficile de passer quoi que ce soit de législation aux États-Unis parce que les intérêts locaux sont très puissants, beaucoup plus puissants qu'en France, à cause de cette structure fédérale et du système électoral avec cette récurrence très fréquente. Donc, là, il y a un possible contre-pouvoir qui n'est pas un contre-pouvoir idéologique. Il n'y a pas de républicains qui sont contre Trump, mais il y a des républicains qui sont redevables ou responsables envers leurs propres intérêts locaux. Et donc, s'il y a des choses locales qui peuvent aller contre les intérêts de Trump, là, la fragmentation même du Parti républicain peut être en soi un contre-pouvoir, par exemple. Les électeurs républicains qui ne sont pas sur la frontière ont moins d'intérêt à la construction d'un mur, mais plus d'intérêt peut-être dans les tarifs. Donc Trump va pouvoir faire 1 ou 2 choses dans ces 2 ans qu'il a. Quelle va être la priorité? Qui il va privilégier dans sa grosse coalition? Va inévitablement aliéner les autres. Et là, il peut y avoir des conflits d'intérêts au sein de sa coalition à cause de la fragmentation même du système américain.
Avant de continuer, faisons un gros plan sur la situation au Congrès avec lequel tout président américain doit travailler pour transformer ses promesses en loi. Les républicains sont majoritaires dans les deux chambres, à savoir la Chambre des représentants et le Sénat. Mais c'est une majorité en trompe-l'œil. À la Chambre des représentants, ils ont 220 sièges contre 215 pour les démocrates. Cela signifie qu'il suffit qu'un petit nombre de députés, en l'occurrence 3, décident de voter avec les démocrates sur un texte de loi pour que celui-ci soit rejeté. Il faudra notamment garder un œil sur les élus républicains les plus modérés, dont la circonscription compte un grand nombre de démocrates, à New York ou en Californie par exemple. Au Sénat, le problème est différent. Pour que la plupart des lois soient validées, il faut au préalable qu'une supermajorité de 60 sénateurs sur 100 vote pour mettre un terme aux discussions autour d'un projet de loi. C'est une règle obscure qu'on appelle le filibuster. Autrement, il est possible, techniquement, pour le parti dans l'opposition, d'entraver le vote sur un texte législatif pour une durée illimitée. Problème, les républicains sont loin de cette barre des 60 sénateurs. Ils détiennent 52 sièges contre 48 pour les démocrates. Cela signifie que le parti de gauche aura une capacité de blocage suffisante dans ce nouveau Sénat, entré en fonction le 3 janvier 2025. Ce qui est intéressant, c'est que même si le Parti républicain est majoritaire dans les deux chambres, ce n'est pas non plus une majorité très grande. Et donc effectivement, par exemple, à la Chambre des représentants, ils n'ont que quelques sièges d'avance. Au Sénat aussi, c'est la même chose. Au Sénat, on sait qu'il faut 60 voix sur 100 pour faire adopter la plupart des lois. Et là, les républicains sont quand même loin du compte, même s'ils sont majoritaires, encore une fois. Donc même quand on a une majorité au Congrès, effectivement, ça ne veut pas nécessairement dire que toutes les lois proposées par le parti seront adoptées. Vous avez raison de remarquer que le système législatif américain est super majoritaire. Au Sénat, il y a cette règle du filibuster qui permet effectivement, même si ce n'est pas la logique principale, d'empêcher d'aller à un vote. Je ne mettrai pas au-delà de Trump ou de ce parti républicain le fait d'abolir cette règle. Il faut seulement 50 voix pour abolir la règle, il en faut 60 pour passer au vote. Donc, le Parti démocrate a flirté avec l'idée de le faire sous l'administration de Biden et je ne suis pas sûr que ce soit un contre-pouvoir très fort, cette règle de facto supermajoritaire, mais on verra. Ce sur quoi je suis plus convaincu, c'est comme vous le remarquez, ça a déjà un peu commencé à se voir, cette logique. Par exemple, sur certaines des nominations que Trump a voulu faire. Il avait proposé un ministre de la Justice, Matt Gaetz, qui a beaucoup de complexité de sa biographie, notamment le fait qu'il a été accusé d'avoir été avec des prostituées, des choses qui ne plaisent pas beaucoup à une composante de la grosse coalition trumpiste, celle, disons, religieuse conservatrice. Et il suffit de perdre 3 ou 4 votes au Sénat de ceux qui sont, disons, n'arrivent pas à dépasser leur propre opposition à ce candidat et ce candidat a échoué. Et donc Trump a dû en proposer un autre. Donc ça, c'est un exemple de comment la fragmentation interne à la grosse coalition trumpiste peut constituer un contre-pouvoir à lui qui a déjà eu lieu sur la nomination de Matt Gaetz comme ministre de la Justice. Question peut-être sur le parti démocrate aussi. Là, le parti est engagé dans une sorte de débat sur son avenir entre ceux qui sont partisans d'un virage plus à gauche, d'un virage plus progressiste, populiste peut-être diront certains, et les partisans d'un recentrage ou même d'un virage à droite pour aller chasser sur les terres de Donald Trump. Est-ce que c'est la bonne façon, selon vous, de poser le débat sur l'avenir du Parti démocrate ? Malheureusement, je ne pense pas. Je pense que cette division, ou je dirais même cette tragédie, existe au cœur du Parti démocrate tel qu'il existe. Et il est toujours tiraillé des deux côtés. D'un côté, disons, plus populiste, gauchiste, si on veut, sanderiste, de Bernie Sanders d'un côté, et de son autre côté, plus centriste, Joe Manchin, le sénateur de la Virginie, West Virginia, plus centriste, plus trumpiste presque. Je ne pense pas que le Parti démocrate puisse gagner s'il fait un choix. S'il va d'un côté ou de l'autre, il va perdre l'autre côté et donc il est destiné à perdre d'une façon ou de l'autre. La difficulté, comme la difficulté que Trump lui-même a, que tous les politiciens aux États-Unis, c'est de maintenir une coalition à son intérieur très diversifiée. C'est ce que Biden a essayé de faire, ce sur quoi il a gagné l'élection de 2020 et que Kamala Harris n'a pas réussi à faire en perdant les minorités, en perdant le côté gauche du parti.
Et choisir me semble malheureusement la mauvaise idée. Selon moi, la stratégie meilleure du Parti démocrate ici, c'est plutôt que de choisir, d'attendre et de laisser faire. Maintenant, Trump va faire des politiques qui vont déplaire à certaines parties de sa propre majorité et qui va créer des fissures à l'intérieur de sa propre majorité et de voir. Malheureusement, choisir, décider n'est pas toujours le meilleur choix en politique. Et parfois, attendre, voir est stratégiquement un meilleur choix. Et on verra dans 2 ans quels seront les amis que Trump a perdus ou les ennemis qu'il s'est fait. Et c'est là que les démocrates pourront reconstituer une autre coalition. Maintenant, cette bataille à l'intérieur du Parti démocrate fait mal aux deux. Tous les deux veulent donner la responsabilité à l'autre côté pour avoir perdu les élections et ainsi ils se divisent encore plus. Selon moi, c'est un moment de réflexion plus qu'un moment de décision. On a perdu, voyons, attendons. Si j'étais un démocrate comme je le suis, quel est le choix? C'est plutôt un choix, si vous voulez, je sais qu'on est sur le journal La Croix, un choix catholique, que je dirais. Le choix d'attendre et de voir comment on peut réconcilier les deux côtés plutôt que trancher entre les deux. On a vu que Trump a su attendre et il a regagné. Et on a, de ces temps populistes, une chose qu'on sait, c'est que très souvent, ceux qui sont au pouvoir perdent. Il y a un très fort anti-incumbency bias, une opposition à ceux qui sont déjà au pouvoir. On le voit en France, on le voit dans tous les pays. Normalement, ceux qui sont au pouvoir perdent. Donc, plutôt que de devoir décider maintenant quoi faire demain, je crois que les démocrates ont intérêt à attendre et profiter des erreurs qu'inévitablement et des difficultés qu'inévitablement Trump lui-même va rencontrer. Est-ce que selon vous, la stratégie de résistance contre les politiques que Donald Trump va mettre en œuvre passe beaucoup plus par les tribunaux, par les attaques en justice, que les manifestations dans la rue? Ce dont vous parlez, c'est plutôt à niveau moléculaire de faire des petites oppositions sur des policies, sur des politiques locales. La réalité, c'est que Trump a fait depuis 2016 un travail de dissémination des juges dans le système judiciaire aux États-Unis très capillaire. Il y a beaucoup de juges qui sont de droite. Donc, on voit que cette stratégie, par exemple, sur la question de l'avortement, n'a pas beaucoup marché. Les juges ont plus ou moins décidé que le jugement que la Cour suprême avait fait renversant Roe v. Wade est légal. Donc, je ne suis pas sûr que la stratégie judiciaire soit très forte parce que, d'abord, il y a un système judiciaire de plus en plus favorable à la politique trumpiste. Et deuxièmement, parce que je n'ai pas l'impression que ce qu'ils veulent faire soit inconstitutionnel ou illégal. On peut être d'accord ou pas avec limiter l'immigration, mais ce n'est pas inconstitutionnel de vouloir avoir une politique plus restrictive sur l'immigration illégale. On peut être d'accord ou pas avec limiter les droits d'avortement, mais ce n'est pas illégal de vouloir poser des limites plus restrictives sur ça. Ce n'est pas ma politique en particulier, mais c'est une politique légale. La démocratie, c'est aussi ça, d'accepter que tant qu'on ne viole pas la loi, je trouve que cette politique qui passe par les judiciaires peut être non seulement inefficace, mais aussi contre-productive parce qu'elle renforce cette idée que les élites, les pouvoirs, le deep state, l'État profond, s'opposent à la volonté du peuple, qui est une des ressorts très forts du trumpisme électoral. Donc je ne pense pas que ce soit une idée très forte. Je voulais, pour terminer, prendre un peu de hauteur et avoir votre sentiment par rapport à ce que ces résultats, les résultats de la dernière présidentielle, disent des Américains aujourd'hui, de ce qu'ils considèrent comme moral ou non, de ce que cela dit de leurs valeurs aujourd'hui en 2024, de ce qu'ils pensent de la démocratie. La première chose qu'ils disent, c'est que le peuple américain n'est pas très différent des autres peuples autour du monde. Il me semble qu'il y a une grande vague de populisme nationaliste partout.
En France, c'est évident avec le succès électoral récent de Marine Le Pen. Dans mon pays, l'Italie, il y a Meloni, un parti qui a ses racines dans le fascisme italien. Donc, partout en Europe, les élections européennes de cette année montrent une avancée de l'extrême droite nationaliste, mais même pas seulement en Europe. En Inde, il y a Modi. En Russie, il y a Poutine. Au Brésil, il y avait Bolsonaro. Partout. Donc, je ne pense pas que ce soit quelque chose de spécifique au peuple américain. Quelles sont les racines profondes de cette vague de populisme nationaliste? Il faut les retrouver dans les défaites de la promesse de la globalisation dans les années 90 et début 2000. Il y avait cette idée de fond que la globalisation était bon pour tout le monde, mais en fait, on a découvert qu'il y a des gagnants et des perdants dans la globalisation. À niveau matériel, il y a des gens qui ne profitent pas d'un monde plus globalisé, plus intégré. Et à niveau symbolique, il y a des gens qui se sentent marginalisés, diminués dans leur statut par un monde plus intégré, plus global. Et on sait qui c'est ces perdants de la globalisation. C'est les gens qui habitent pas dans les villes, c'est les gens qui sont de façon prédominante hommes, blancs, qui considèrent que ce nouveau monde libéral, progressiste, globalisé n'a pas de place pour eux ou les rabattit de façon qui n'est pas acceptable pour eux. Ils sont fâchés, ils votent contre la globalisation. On considérait que, je me rappelle, j'ai participé au mouvement de critique à la globalisation au début des années 2000 et le slogan c'était « Un autre monde est possible », l'altermondialisme. La réponse était oui, mais ce n'était pas le monde qu'on espérait, c'était ce monde déglobalisé, trumpiste, un retour, un ressurgissement du nationalisme populiste. Notre monde était possible, la globalisation n'était pas nécessaire, mais l'alternative n'était pas celle qu'on avait espérée. Merci beaucoup, Carlo Invernizzi Accetti. C'est un plaisir et merci. Dans cet épisode, nous avons parlé de l'importance des 100 premiers jours de la présidence qui commencent officiellement le 20 janvier 2025 à 18h, heure de Paris. Dans cette période, Donald Trump entend aller vite et fort. Candidat, il a promis d'expulser du territoire les millions de sans-papiers qui vivent aujourd'hui aux États-Unis. En décembre, sur la chaîne nationale NBC, il annonçait vouloir envoyer, je cite, un signal très fort et puissant sur la question de la frontière pour montrer qu'il, je cite, ne joue pas. Il a aussi promis de gracier les personnes incarcérées pour leur participation dans l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021. Sur d'autres fronts, il a indiqué qu'il agirait pour mettre un terme à la guerre en Ukraine, prolongerait les réductions d'impôts pour les particuliers et les entreprises qu'il avait fait adopter en 2017 et travaillerait avec les maires démocrates pour réduire la criminalité dans leur ville. C'est la fin de cet épisode bonus de C'est ça l'Amérique. Merci de l'avoir suivi. C'est ça l'Amérique, un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning. I promise to be a president for all Americans. You can always trust me to put country above party and self.